Talleyrand et les tractations du Congrès de Vienne. Vienne, le 12 novembre 1814. Sire, M. de Metternich et Lord Castlereagh avaient persuadé au cabinet prussien de faire cause commune avec eux sur la question de la Pologne. Mais l'espoir qu'ils avaient fondé sur le concours de la Prusse n'a pas été de longue durée. L'empereur de Russie, ayant engagé le roi de Prusse à venir dîner chez lui il y a quelques jours, eut avec lui une conversation dont j'ai pu savoir quelques détails par le prince Adam Czartoryski. Il lui rappela l'amitié qui les unissait, le prix qu'il y attachait, tout ce qu'il avait fait pour la rendre éternelle. Il avait toujours attaché sa gloire au rétablissement d'un royaume de Pologne. Quand il touchait à l'accomplissement de ses désirs, aurait-il la douleur d'avoir à compter parmi ceux qui s'y opposaient son ami le plus cher et le seul prince sur les sentiments duquel il eût compté? Le roi fit 1000 protestations et lui jura de le soutenir dans la question polonaise. « Ce n'est pas assez, reprit l'empereur, que vous soyez dans cette disposition. Il faut encore que vos ministres s'y conforment. » Et il engagea le roi à faire appeler M. de Hardenberg. Celui-ci étant arrivé, l'empereur répéta devant lui et ce qu'il avait dit et la parole que le roi lui avait donnée. M. de Hardenberg voulut faire des objections, mais, pressé par l'empereur Alexandre, qui lui demandait s'il ne voulait pas obéir aux ordres du roi, et ces ordres étant absolus, il ne lui resta qu'à promettre de les exécuter ponctuellement. Voilà tout ce que j'ai pu savoir de cette scène, mais elle doit avoir offert beaucoup de particularités que j'ignore. Ce changement de la Prusse a fort déconcerté M. de Metternich et Lord Castlereagh. Ils auraient voulu que M. de Hardenberg eût offert sa démission, et il est certain que cela aurait pu embarrasser l'empereur et le roi, mais il ne paraît pas y avoir même pensé. Pour moi qui soupçonnais M. de Metternich d'avoir obtenu le concours des Prussiens par plus de concessions qu'il n'en avouait, je penchais plutôt à croire que cette défection de la Prusse était un bien, et votre majesté verra que mes pressentiments n'étaient que trop fondés. Le grand-duc Constantin, qui est parti depuis 2 jours, doit organiser l'armée du duché de Varsovie. Il est aussi chargé de donner une organisation civile au pays. Le ton de ses instructions annonce que l'empereur Alexandre ne se départira d'aucune de ses prétentions. L'empereur doit avoir engagé le roi de Prusse à donner pareillement une organisation civile et militaire à la Saxe. On rapporte qu'il lui a dit « de l'organisation civile à la propriété, il n'y a pas loin ». Dans une lettre que je reçois de M. de Caraman, je trouve que le frère du ministre des Finances et plusieurs généraux sont partis de Berlin pour aller organiser la Saxe. M. de Caraman ajoute que néanmoins l'occupation de la Saxe n'est plus présentée à Berlin comme définitive, mais seulement comme provisoire. On raconte encore que l'empereur Alexandre, parlant de l'opposition de l'Autriche à ses vues, et après des plaintes amères contre M. de Metternich, avait dit « L'Autriche se croit assurée de l'Italie, mais il y a là un Napoléon dont on peut se servir. » Propos dont je ne suis pas certain, mais qui circule, et qui, s'il est vrai, peut donner la mesure complète de celui qui l'a tenu. Pendant que les affaires de la Pologne et de la Saxe restent ainsi en suspens, les idées que, dans la conférence dont j'ai eu l'honneur de rendre compte à votre majesté, j'avais mises en avant sur l'organisation de l'Italie, ont fructifié. Je fus avant-hier chez Lord Castlereagh, et je l'en trouvai rempli. M. de Metternich, qui dînait hier avec nous, ne l'était pas moins. Il nous a réunis aujourd'hui, Lord Castlereagh, M. de Nesselrode et moi, pour nous en occuper. La conférence a roulé uniquement sur le pays de Gênes. Il a été proposé de ne point l'incorporer au Piémont, mais de le donner au roi de Sardaigne par une capitulation qui lui assura des privilèges et des institutions particulières. Lord Castlereagh avait apporté des mémoires et des projets qui lui avaient été adressés à ce sujet. Il les a lus. Il a fort insisté sur l'établissement d'un port franc, d'un entrepôt et d'un transit avec des droits très modestes à travers le Piémont. On est convenu de se réunir demain et d'appeler à la conférence messieurs de Saint-Marsan et de Brignoles.
Après la conférence, resté seul avec M. de Metternich, et désirant de savoir où il en était pour la Pologne et pour la Saxe, et ce qu'il se proposait de faire par rapport à l'une et à l'autre, au lieu de lui faire à cet égard des questions qui l'auraient éludé, je ne lui ai parlé que de lui-même, et prenant le ton d'une ancienne amitié, je lui ai dit que, tout en s'occupant des affaires, il fallait aussi songer à soi-même, qu'il me paraissait qu'il ne lui faisait point assez. Qu'on avait beau agir par les motifs les plus purs, que si ces motifs étaient inconnus du public, on n'en était pas moins calomnié, parce que le public alors ne pouvait juger que par les résultats, qu'il était en butte à toutes sortes de reproches, qu'on l'accusait par exemple d'avoir sacrifié la Saxe, que j'espérais bien qu'il ne l'avait pas fait. Mais pourquoi laisser un prétexte à de tels bruits? Pourquoi ne pas donner à ses amis les moyens de le défendre ou de le justifier? Un peu d'ouverture de sa part a été la suite de l'espèce d'abandon avec lequel je lui parlais. Il m'a lu sa note aux Prussiens sur la question de la Saxe, et quelques remerciements affectueux de ma part l'ont conduit à me la confier. Je lui ai promis qu'elle resterait secrète. J'en joins une copie à la lettre que j'ai l'honneur d'écrire à votre Majesté. Je la supplie de vouloir bien la garder et de me permettre de la lui demander à mon retour.